Le comte Auguste de la Marlière s'immobilisa net au détour du sentier boueux, ses bottes de cuir fin s'enfonçant dans la terre détrempée de cette fin d'automne. Ce qu'il aperçut au pied du chêne centenaire marquant la limite de ces terres le figea d'une émotion qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Une femme agenouillée dans la boue tenait contre elle un enfant d'à peine 4 ans, son corps frêle, tremblant de fièvre. Ses cheveux châtains, échappés de leur coiffe de toile grossière, collaient à son visage ruisselant de pluie et de larmes. Mais ce n'était pas le spectacle de cette misère qui captivait le regard du comte. C'était la tendresse absolue, presque sacrée, avec laquelle elle berçait ce petit être contre son cœur. « Dors, mon trésor, dors, maman est là, elle ne partira jamais », murmurait-elle d'une voix brisée par l'épuisement, ses lèvres effleurant le front brûlant de l'enfant. Auguste retint son souffle. Cette scène lui rappelait un autre temps, une autre douleur qu'il s'efforçait d'enfouir depuis des années. L'amour maternel dans sa forme la plus pure, la plus désespérée, se déployait devant lui comme un tableau vivant d'une beauté déchirante. « Monseigneur, » chuchota Pierre, son intendant depuis quelques pas en arrière, « nous devrions poursuivre notre route. La pluie s'intensifie. » Mais Auguste ne bougea pas. Il observait cette femme. Élise Moreau se souvint-il vaguement, la veuve du charpentier mort l'année précédente dans l'effondrement de l'échafaudage royal. On l'appelait la femme maudite au village, celle qui portait le malheur. Pourtant, dans cette étreinte désespérée sous l'orage, il ne voyait que l'amour le plus pur qu'il ait jamais contemplé. L'enfant gémit faiblement et Élise resserra son étreinte, ignorant que la boue souillait sa seule robe décente. Elle chantonnait maintenant une berceuse de sa propre enfance, sa voix cassée par l'angoisse mais infiniment douce. « Les anges gardiens veillent sur toi, mon petit roi, mon petit roi. Quand viendra l'aube, tu souriras, et maman sera encore là. » Auguste sentit sa gorge se serrer. Combien de fois avait-il entendu des paroles similaires, dans une autre vie, quand les murs de son château résonnaient encore de rires enfantins? Combien de fois avait-il lui-même chanté pour endormir les fièvres avant que tout s'effondre dans le silence et la culpabilité? La pluie redoubla de violence, transformant le sentier en ruisseau boueux. Élise ne bougea pas d'un pouce, formant de son corps un rempart dérisoire, mais déterminé contre les éléments déchaînés. Son dévouement absolu, cette abnégation totale, éveillait en Auguste des échos douloureux d'un passé qu'il s'efforçait d'oublier. « Pierre !» dit-il enfin d'une voix étrangement altérée, « faites porter des remèdes à cette femme, discrètement, et veillez à ce qu'elle ne manque de rien pour soigner l'enfant. » L'intendant haussa un sourcil surpris. Jamais son maître ne s'était préoccupé du sort des manants de Véreuil. Mais l'ordre était clair, et Pierre acquiesça d'un signe de tête respectueux. « Bien, monseigneur, et faut-il mentionner votre nom ?»« Non. » Auguste détourna enfin le regard de cette scène qui le bouleversait plus qu'il ne voulait l'admettre. Qu'elle ne sache jamais d'où vient l'aide. Il s'éloigna à grandes enjambées, laissant derrière lui la mère et l'enfant sous l'orage. Mais l'image de cette étreinte désespérée, de cet amour farouche et inconditionnel, s'était gravée dans son esprit avec une netteté troublante. Cette nuit-là, dans la solitude de sa chambre aux tentures sombres, Auguste ne parvint pas à trouver le sommeil. Le visage d'Élise Moreau, transfiguré par l'amour maternel, hantait ses pensées. Il revoyait ses gestes tendres, entendait encore sa voix brisée chanter cette berceuse sous la pluie battante. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait plus ressenti cette émotion, cette reconnaissance instinctive d'un amour authentique, d'un dévouement sans calcul. Dans son monde de convenance et de faux-semblants, cette vérité brute l'avait touché au plus profond. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur les terres, en contrebas, là où se dressaient les masures du village. Quelque part dans l'obscurité, cette femme veillait probablement encore son enfant malade, ignorant que son amour avait bouleversé le cœur endurci d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Auguste ferma les yeux, mais l'image persistait. Cette découverte fortuite allait-elle changer quelque chose? Il l'ignorait encore, mais une certitude s'imposait déjà. Il ne pourrait plus oublier Élise Moreau et son fils. Dans l'ombre de sa solitude, le comte de la Marlière venait de redécouvrir ce qu'il croyait à jamais perdu.
la capacité de s'émouvoir face à l'amour d'une mère. 3 jours s'écoulèrent avant qu'Élise ne découvrît le petit paquet déposé devant sa porte. Enveloppé dans un linge propre, il contenait des herbes médicinales rares, un flacon d'élixir et même un morceau de pain blanc. Luxe inimaginable pour une femme comme elle. Aucun mot, aucune explication. Juste cette aide mystérieuse qui tombait du ciel, comme une bénédiction. « D'où cela peut-il bien venir ?» murmura-t-elle, en examinant les remèdes avec un mélange de reconnaissance et d'inquiétude. Son fils Mathieu, dont la fièvre avait enfin cédé, dormait paisiblement sur leur unique paillasse. La couleur était revenue à ses joues creuses et sa respiration s'était apaisée. Ses remèdes avaient fait des miracles là où ses propres tisanes d'herbes sauvages avaient échoué. Élise referma précautionneusement le paquet, le cœur partagé entre la gratitude et une sourde appréhension. Dans un village comme Véreuil, rien n'arrivait par hasard. Chaque geste de bonté cachait souvent un prix à payer. Et elle avait appris à ses dépens que les cadeaux des puissants venaient toujours avec des chaînes invisibles. Un coup sec à sa porte la fit sursauter. Elle ouvrit pour découvrir Margot, la commère du village, le visage plissé par une curiosité malsaine. « Alors, Élise, on dit que tu as reçu de la visite cette nuit ?» susurra la vieille femme en jetant des coups d'œil furtifs à l'intérieur de la cabane. « Je ne vois pas de quoi tu parles, Margot. Allons donc. Germain le boulanger a vu quelqu'un rôder près de chez toi avant l'aube. Un homme bien mis, à ce qu'il paraît. » Les yeux de Margot brillaient de malice. « Tu ne serais pas en train de chercher un nouveau protecteur, par hasard ?» Le sang d'Élise ne fit qu'un tour. Depuis la mort de son époux, les ragots les plus vils circulaient sur son compte. Certains prétendaient qu'elle s'était vendue pour survivre, d'autres qu'elle jetait des sorts pour attirer le malheur sur ses voisins. Chaque geste, chaque sortie était scruté, interprété, déformé. « Je t'interdis de répandre de telles calomnies, Margot. Je me bats honnêtement pour élever mon fils, et tu le sais très bien. »« Honnêtement » ricana la commère. « Une femme seule, sans famille, sans métier. Comment fais-tu pour survivre, dis-moi? Les autres veuves cousent, lavent le linge, gardent les enfants. Toi, on ne te voit jamais travailler. » Cette accusation fit mal, car elle contenait une part de vérité cruelle. Élise avait tenté de trouver du travail, mais partout on lui claquait la porte au nez. Son statut de femme maudite la précédait, et même les tâches les plus ingrates lui étaient refusées. Elle survivait en vendant quelques légumes de son maigre potager, en ramassant des champignons dans la forêt, en récoltant des herbes qu'elle troquait contre de la farine. « Va-t'en, Margot, et garde tes venins pour quelqu'un d'autre. » Elle referma la porte avec force, mais les paroles de la commère résonnaient encore dans sa tête. Comment expliquer ces remèdes providentiels sans alimenter davantage les soupçons? Comment protéger sa réputation déjà fragile? L'après-midi même, alors qu'elle se rendait au puits du village pour chercher de l'eau, elle croisa le regard de plusieurs femmes qui détournèrent aussitôt les yeux en chuchotant entre elles. L'une d'elles, Marie la tisserande, cracha même par terre à son passage, geste d'une hostilité si ouverte qu'Élise en eut le souffle coupé. « Maman, pourquoi la dame elle a fait ça ?» demanda Mathieu en tirant sur sa jupe. Élise serra les dents, s'efforçant de masquer sa blessure devant son fils. Comment expliquer à un enfant de 4 ans que certaines personnes vous haïssent sans même vous connaître? Comment lui dire qu'il grandirait probablement en portant le même fardeau qu'elle? Elle n'a pas appris les bonnes manières, mon trésor. Nous savons mieux nous conduire, n'est-ce pas? Mais au fond d'elle-même, Élise sentait la colère monter, cette injustice permanente, cette condamnation sans procès, cette exclusion silencieuse qui la rongeait jour après jour. Elle n'avait rien fait de mal, si ce n'est avoir eu la malchance de perdre son époux dans un accident qui ne la concernait pas. Pourtant, on la traitait comme une pestiférée. Le soir venu, après avoir couché Mathieu, elle s'assit dehors sur le seuil de sa porte et contempla les lumières du château qui scintillaient au sommet de la colline. Là-haut vivaient des gens qui ne connaissaient ni la faim, ni le froid, ni le mépris. Des gens pour qui elle n'était qu'une ombre insignifiante dans le paysage, tout juste bonne à défricher leurs terres et à payer leurs impôts. Pourtant, quelqu'un
Quelqu'un de suffisamment fortuné pour posséder de tels remèdes avait pensé à elle et à son fils. Cette pensée la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Qui pouvait bien connaître sa situation? Et surtout, que voulait-il en échange? Un bruissement dans les fourrés la fit sursauter. Elle scruta l'obscurité, le cœur battant, mais ne vit rien. Peut-être un animal nocturne ou le vent dans les branches. À moins que... Elle rentra précipitamment, verrouilla sa porte et se blottit près de son fils endormi. Mais le sommeil la fuyait. Dans l'ombre de sa cabane, elle ne pouvait s'empêcher de penser à cet inconnu bienveillant qui avait sauvé Mathieu et aux conséquences que cette aide mystérieuse pourrait avoir sur leur fragile existence. Sans le savoir, Élise Moreau venait de faire ses premiers pas dans un labyrinthe dont elle ne soupçonnait pas encore la complexité. Le tocsin sonna 3 coups à la mi-journée, signal que l'intendant du château avait des nouvelles à annoncer. Élise interrompit sa lessive au ruisseau et prit Mathieu par la main pour se rendre sur la place du village, le cœur déjà serré par l'appréhension. Rien de bon ne sortait jamais de ces assemblées officielles. Pierre Dubois, l'intendant, se tenait droit comme un piquet devant l'église, sa livrée bleue et or contrastant avec les hardes grises des paysans rassemblés. Son visage austère ne laissait transparaître aucune émotion, tandis qu'il déroulait un parchemin scellé aux armes des Lamarlières. « Habitant de Véreuil », tonna-t-il d'une voix qui résonna entre les murs de pierre. « Par ordre de Monseigneur le comte Auguste de la Marlière, et en accord avec les nouvelles directives royales concernant l'expansion des domaines viticoles, les terres situées au-delà du Grand Chêne seront réquisitionnées dans les plus brefs délais. » Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. Élise sentit ses jambes se dérober sous elle. Au-delà du Grand Chêne, c'était exactement là que se trouvait sa cabane. Le même arbre sous lequel elle avait veillé Mathieu malade quelques jours plus tôt. Les occupants actuels de ces terrains devront libérer les lieux avant la Saint-Martin. L'intendant marqua une pause calculée, laissant le poids de ses paroles s'imprégner dans les esprits. Des compensations seront accordées aux fermiers en règle possédant des baux validés par l'administration seigneuriale. Élise ferma les yeux, le monde se mettant à tourner autour d'elle. Un bail validé. Elle n'en avait jamais eu. Son défunt époux avait construit leur cabane sur ce lopin de terre abandonné avec l'accord tacite de l'ancien intendant, mais rien n'avait jamais été officialisé. Aux yeux de la loi seigneuriale, elle était une simple squatteuse. « Maman, qu'est-ce qu'il dit, le monsieur ?» chuchota Mathieu en tirant sur sa jupe. Elle ne put répondre, la gorge nouée par l'angoisse. Autour d'elle, les autres villageois hochèrent la tête d'un air résigné. Certains compatissaient silencieusement, d'autres affichaient une satisfaction mal dissimulée. Margot la commère la regardait avec un sourire carnassier, comme si cette nouvelle confirmait ses pires prophéties. « L'assemblée est terminée », déclara Pierre Dubois en roulant son parchemin. Les personnes concernées peuvent se présenter à l'intendance pour obtenir des précisions sur les modalités d'évacuation. La foule se dispersa dans un brouhaha de conversations inquiètes, mais Élise resta plantée là, pétrifiée par la magnitude de la catastrophe qui venait de s'abattre sur elle. Perdre sa maison, son seul refuge, le seul endroit au monde où elle et Mathieu étaient à l'abri. Où irait-il ? Comment survivrait-il à l'hiver qui approchait? Élise, une voix douce la fit sursauter. Elle se retourna pour découvrir Lucien, le boulanger, qui s'approchait d'elle avec un air préoccupé. C'était un homme dans la quarantaine, veuf lui aussi, aux mains tachées de farine et au regard bienveillant. Un des rares habitants du village à ne pas la traiter avec mépris. « Tu as entendu ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « Oui. » Il jeta un coup d'œil discret autour de lui avant de se rapprocher. « C'est ta cabane qui est concernée, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot de plus. Lucien posa une main paternelle sur l'épaule de Mathieu, qui s'était mis à pleurer sans comprendre pourquoi sa mère était si bouleversée. « Écoute-moi bien, » dit-il à voix basse. « Va voir l'intendant. Demande-lui une audience avec le comte. Peut-être qu'en expliquant ta situation. Tu crois vraiment qu'il m'écoutera ?» Le rire d'Élise sonnait comme un sanglot. Une femme comme moi, sans appui, sans famille, je ne suis rien pour eux, Lucien. Moins que rien. Détrompe-toi. Ses yeux brillaient d'une détermination surprenante. Tu vaux plus que tu ne le crois,
Et ton fils mérite mieux que cette injustice. Batte-toi, Élise, ne te laisse pas écraser sans rien dire. » Ces paroles firent naître en elle une flamme inattendue. Lucien avait raison. Elle ne pouvait pas accepter cette sentence, sans même tenter de la contester. Pour Mathieu, elle devait essayer, même si cela paraissait vain. « Tu as raison, » dit-elle en essuyant ses larmes. « Je vais demander cette audience. Qu'est-ce que j'ai à perdre de toute façon ?» L'après-midi même, elle se présenta à l'intendance du château, Mathieu cramponné à sa main. Le bâtiment administratif, construit en pierre de taille, l'impressionnait par sa hauteur et sa sévérité. Jamais elle n'avait franchi ses portes imposantes. À l'intérieur, un clerc au visage pincé l'examina de la tête aux pieds avec un dédain non dissimulé. Sa robe rapiécée, ses sabots boueux et ses cheveux défaits trahissait immédiatement sa condition sociale. « Que voulez-vous » demanda-t-il d'un ton cassant. « Je souhaiterais solliciter une audience avec monseigneur le comte, au sujet de ma maison qui doit être... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots face au regard méprisant du clerc. « Une audience ?» L'homme éclata d'un rire gras. « Monseigneur ne reçoit pas les mendiantes, ma brave femme. Si vous avez une réclamation, adressez-vous à l'intendant. » Mais l'intendant ne peut-il pas... L'intendant n'a pas de temps à perdre avec les doléances de chaque manant qui refuse d'accepter les décisions seigneuriales. Le clerc se détourna déjà, signifiant clairement que l'entretien était terminé. Élise sentit l'humiliation la brûler de l'intérieur. On ne lui accordait même pas la dignité d'être entendue. Pour ces gens, elle n'existait pas, n'avait aucun droit, aucune voix au chapitre. Sa colère montait, pure et libératrice. « Monsieur, » dit-elle d'une voix plus ferme, « je ne demande qu'à être écoutée. J'ai un enfant, je suis veuve, et cette maison est tout ce qui nous reste. Sur lit, il doit exister un moyen. Sortez !» aboya le clerc. « Avant que je fasse appeler les gardes. » Le retour vers sa cabane se fit dans un silence pesant. Mathieu sentait la détresse de sa mère et marchait sans un mot, sa petite main serrée dans la sienne. Une fois arrivée chez elle, Élise s'effondra sur le seuil et laissa libre cours à ses larmes. Mais au fond de son désespoir germa une résolution nouvelle. S'il refusait de l'entendre par les voies officielles, elle trouverait un autre moyen. Elle ne se laisserait pas chasser comme une moins que rien. Pour son fils, pour leur dignité, elle se battrait. Élise serra les poings et prit sa décision cette nuit-là, alors que Mathieu dormait paisiblement à ses côtés. Si elle ne pouvait obtenir d'audience par les voies officielles, elle trouverait un autre moyen d'approcher le château. Le lendemain à l'aube, elle prit le chemin des cuisines seigneuriales, espérant y décrocher un emploi, même temporaire. Les cuisines du château de la Marlière étaient un monde à part entière. Situées dans les communs, elles grouillaient d'activité dès les premières lueurs du jour. L'odeur des épices, des rôtis et du pain frais se mêlait à la vapeur qui s'échappait des chaudrons géants. Une dizaine de servantes s'affairaient sous les ordres impérieux de Madame Roux, la gouvernante des cuisines. « Encore une mendiante !» soupira cette dernière en apercevant Élise, qui se tenait timidement sur le seuil, Mathieu caché dans ses jupes. Madame Roux était une femme corpulente au visage rubicond, dont l'autorité ne souffrait aucune contestation. « Qu'est-ce que tu veux ? Je cherche du travail, madame, n'importe quoi. Je sais éplucher les légumes, nettoyer, porter. Du travail ?» Madame Roux éclata de rire, un son dur et moqueur. « Et qui va garder ton marmot pendant que tu travailles? Tu crois qu'on tient une nurserie ici ?» Élise sentit ses joues s'empourprer, mais ne se laissa pas démonter. « Il est sage, il ne dérangera pas, et j'ai vraiment besoin de cet emploi. Ma maison, on m'expulse à la Saint-Martin. » Cette révélation changea subitement l'expression de Madame Roux. Ses yeux se plissèrent avec une curiosité malsaine. « Ah, tu es la femme de la cabane du Grand Chêne, celle qu'on dit maudite. » Le silence se fit dans les cuisines. Toutes les servantes s'étaient arrêtées de travailler pour observer cette nouvelle venue dont la réputation les avait précédées. Élise sentit leur regard pesant sur elle, mélange de peur superstitieuse et de curiosité. « Je ne suis pas maudite, » dit-elle d'une voix ferme. « Je suis juste une veuve qui essaie de survivre avec son enfant. »« C'est ce qu'on verra, » grommela Madame Roux. Puis, après un moment de réflexion, «
Bon, j'ai justement besoin de quelqu'un pour les gros travaux. Frotter les chaudrons, nettoyer les sols, vider les détritus. 2 sous par jour, un repas à midi. Mais à la moindre bêtise, tu déguerpis. Et ton gamin qu'il reste dans son coin et qu'on ne l'entende pas. C'était une maigre pitance pour un labeur épuisant. Mais Élise accepta sans hésiter. « Merci, madame, vous ne le regretterez pas. »« Mais on verra ça », répéta la gouvernante avec scepticisme. Les premiers jours furent un calvaire. Élise récurait les énormes chaudrons de cuivre jusqu'à ce que ses mains saignent, lessivait les sols de pierre à grande eau, portait des seaux d'ordures qui lui donnaient mal au dos. Mathieu, terrorisé par l'agitation permanente et les cris de Madame Roux, restait recroquevillé dans un coin, n'osant même pas pleurer. Les autres servantes l'ignoraient soigneusement, comme si elle était vraiment porteuse de malheur. Seule Berthe, une vieille femme ridée qui épluchait les légumes depuis 40 ans, lui adressa parfois un regard compatissant. « Ne fais pas attention à leurs superstitions », lui glissa-t-elle un jour, en lui tendant discrètement un quignon de pain pour Mathieu. Elles ont peur de tout, ces oies. Mais ce qui troublait le plus Élise, c'était la présence occasionnelle de mademoiselle Delphine de Montclair, la pupille du comte. Cette jeune fille de 18 ans descendait parfois aux cuisines pour superviser les préparatifs des repas, et son regard s'attardait toujours sur Élise avec une curiosité dérangeante. Delphine était d'une beauté froide et parfaite, avec ses cheveux blonds poudrés, sa peau de porcelaine et ses robes somptueuses qui bruissaient à chaque pas. Mais ses yeux bleus avaient quelque chose de calculateur qui mettait Élise mal à l'aise. « Ainsi, vous êtes la nouvelle servante », dit-elle un matin en s'approchant d'Élise qui astiquait un chaudron. « Celle qui vivait près du grand chêne. »« Oui, mademoiselle, » répondit Élise en esquissant une révérence maladroite. « Et cet enfant, c'est le vôtre ?» Delphine observait Mathieu avec une attention particulière. « Il ressemble beaucoup à... » Elle s'interrompit brusquement, comme si elle en avait trop dit. « À qui, mademoiselle ?»« À personne, simple remarque. » Mais le regard de Delphine s'était durci. « Veillez à ce qu'il ne traîne pas dans les parties nobles du château. Les enfants de votre condition n'y ont pas leur place. » Cette conversation laissa Élise perplexe. Qu'avait voulu dire Delphine? À qui son fils ressemblait-il donc pour provoquer une telle réaction? Au fil des jours, elle commença à saisir des bribes de conversation entre les servantes, des fragments d'informations sur la famille de la Marlière qui lui permirent de reconstituer peu à peu l'histoire tragique du château. Le comte Auguste avait été marié à une certaine Isabelle, morte en couche 7 ans plus tôt. Mais avant cela, ils avaient eu un fils, Henri, qui était décédé dans des circonstances mystérieuses quand il avait l'âge de Mathieu. Depuis, le comte vivait en reclus, ne sortant de ses appartements que pour les obligations officielles. « Un accident terrible », chuchotait Berthe en épluchant ses carottes. « Le petit Henri est tombé dans l'étang du parc. On ne l'a repêché qu'au bout de 2 heures. Le comte ne s'en est jamais remis. » Cette révélation fit frémir Élise. Perdre un enfant. Elle ne pouvait imaginer douleur plus atroce. Cela expliquait sans doute la mélancolie qui semblait peser sur le château, cette atmosphère de deuil permanent qui imprégnait les murs. Mais qu'est-ce que tout cela avait à voir avec elle et Mathieu? Pourquoi Delphine avait-elle eu cette réaction étrange en voyant son fils? Et surtout, qui était ce mystérieux bienfaiteur qui lui avait envoyé les remèdes? Au bout d'1 semaine, alors qu'elle portait un seau d'ordures vers l'extérieur, Élise croisa Pierre Dubois, l'intendant, dans la cour. L'homme la reconnut immédiatement et fronça les sourcils. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il sèchement. « Je travaille aux cuisines, monsieur l'intendant. Madame Roux m'a engagé. » Pierre l'observa longuement, comme s'il évaluait quelque chose. « Vraiment? Et votre fils vous accompagne ?»« Oui, monsieur. Il reste bien sagement dans son coin. »« Je vois. » L'intendant sembla réfléchir. « Veillez à rester à votre place, Madame Moreau. Ne cherchez pas à vous aventurer là où vous n'avez rien à faire. » Ce avertissement sonnait presque comme une menace. Élise acquiesça respectueusement. Mais une fois l'intendant parti, elle ne put s'empêcher de se demander ce qu'il craignait exactement. Qu'elle découvre quelque chose? Qu'elle rencontre quelqu'un? Cette nuit-là, dans sa cabane qui lui semblait plus précaire que jamais, elle repensa à tous ces mystères qui s'accumulaient autour d'elle.
Le château recelait des secrets. Elle en était maintenant certaine. Et d'une manière ou d'une autre, elle et Mathieu étaient liés à cette histoire. La deuxième semaine aux cuisines apporta à Élise une découverte qui allait bouleverser sa compréhension des événements. Alors qu'elle frottait le sol de la réserve, elle entendit Madame Roux et Delphine parler à voix basse, près de l'entrée. Instinctivement, elle retint son souffle et tendit l'oreille. « Cette femme commence à m'inquiéter », murmurait Delphine d'un ton irrité. « Avez-vous vu comme elle observe tout, comme elle écoute aux portes? Et cet enfant? Mon Dieu, cette ressemblance est troublante. Que voulez-vous que j'y fasse ?» répondit Madame Roux sur la défensive. « C'est vous qui m'avez dit de l'engager quand vous avez appris qu'elle cherchait du travail. Gardez-la à l'œil, vous m'avez dit, parce que je pensais qu'il valait mieux la voir près de nous, plutôt que de la laisser rôder autour du château. Mais maintenant, » Delphine marqua une pause, et Élise l'entendit faire les 100 pas. Si monseigneur le comte la voyait, s'il voyait l'enfant, il ne descend jamais aux cuisines. Justement, c'est bien ce qui m'inquiète. Il se pourrait qu'il... La voix de Delphine baissa encore, devenant presque inaudible. Il se pourrait qu'il ait déjà des soupçons. Ces remèdes qui sont apparus mystérieusement chez elle, vous croyez vraiment au hasard? Le sang d'Élise se glaça. Elle savait pour les remèdes, et cela confirma ses soupçons. Quelqu'un au château était son bienfaiteur anonyme. Mais qui? Et pourquoi Delphine semblait-elle si inquiète de cette aide? Que proposez-vous? Demanda Madame Roux. Surveillez-la encore plus étroitement. Et surtout, veillez à ce qu'elle et son fils ne s'approchent jamais des appartements seigneuriaux. Jamais, vous m'entendez? Bien, mademoiselle, mais puis-je vous demander pourquoi cette ressemblance vous trouble tant? Il y eut un long silence, puis Delphine reprit d'une voix chargée d'émotions contenues. Parce que cet enfant ressemble trait pour trait au petit Henri quand il avait le même âge. Et si monseigneur s'en aperçoit, Élise faillit lâcher son chiffon. Son fils ressemblait au fils décédé du comte, mais comment était-ce possible? Son esprit se mit à tourner à toute vitesse, cherchant une explication logique à cette coïncidence troublante. « Mon Dieu !» souffla Madame Roux. « Vous pensez que... » »« Je ne pense rien du tout !» coupa sèchement Delphine. « Je constate simplement une ressemblance malheureuse qui pourrait rouvrir des blessures que nous avons tous intérêt à laisser cicatriser. Monseigneur a enfin trouvé une forme de paix dans sa solitude. Je ne laisserai personne venir troubler cet équilibre. » Les pas de Delphine s'éloignèrent, suivis de ceux de Madame Roux. Élise resta prostrée dans la réserve, l'esprit en ébullition. Cette conversation venait de révéler bien plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Non seulement Delphine connaissait l'existence des remèdes mystérieux, mais elle semblait aussi craindre quelque chose de précis, que le comte voie Mathieu et soit bouleversé par sa ressemblance avec son fils décédé. Mais cette explication, si elle éclairait certains mystères, en soulevait d'autres. Pourquoi cette ressemblance existait-elle? Un simple hasard de la nature? Ou y avait-il un lien plus profond, plus troublant? Élise repensa aux circonstances de la mort du petit Henri. « Un accident dans l'étang du parc », avait dit Berthe. Mais à quelle époque exactement? Elle calcula rapidement. Si l'enfant était mort il y a environ 3 ans, et s'il avait alors l'âge de Mathieu aujourd'hui, un frisson la parcourut. Cela signifiait que Henri était né à peu près en même temps que son fils. Une coïncidence de plus dans cette histoire déjà troublante. Le reste de la journée, elle ne put s'empêcher d'observer discrètement les réactions des habitants du château quand ils regardaient Mathieu. Berthe, la vieille épluche légumes, avait parfois dans les yeux une tristesse inexpliquée. L'un des palefreniers qui était venu livrer des nouvelles aux cuisines avait marqué un temps d'arrêt en apercevant l'enfant, avant de détourner rapidement le regard. Tous semblaient voir quelque chose qu'elle-même ne percevait pas, ou plutôt qu'elle refusait de voir. Ce soir-là, après avoir couché Mathieu, elle l'observa longuement à la lueur de la chandelle. Ses traits fins, ses cheveux châtains bouclés, ses yeux noirs expressifs. À qui ressemblait-il vraiment? Pendant 4 ans, elle avait vu en lui le portrait de son père défunt. Mais maintenant, elle commençait à douter. Des souvenirs enfouis remontèrent à la surface. La fin de sa grossesse, les circonstances particulières de la naissance de Mathieu. Elle avait accouché seule par une nuit d'orage, alors que son mari était parti travailler sur les chantiers royaux.
Quand il était rentré une semaine plus tard, il avait accepté l'enfant sans poser de questions, avec cette bonté simple qui le caractérisait. Mais était-il vraiment le père de Mathieu? Cette pensée lui fit l'effet d'un coup de poignard. Si ce n'était pas le cas, alors qui? Elle fouilla sa mémoire, cherchant des indices, des souvenirs oubliés. Il y avait eu cette période trouble avant son mariage, où elle travaillait comme servante temporaire dans une auberge sur la route du château. Une période qu'elle préférait oublier, marquée par la pauvreté et les compromis douloureux qu'une femme seule devait parfois accepter pour survivre. Non, elle refusait de croire à de telles hypothèses. Mathieu était le fils de son mari. Point final. Cette ressemblance avec Henri de la Marlière n'était qu'un cruel hasard. Pourtant, au fond d'elle-même, une petite voix insistante continuait de murmurer que trop de coïncidences finissaient par ne plus en être. Le lendemain matin, elle arriva aux cuisines avec une résolution nouvelle. Elle allait en apprendre davantage sur cette famille, sur l'histoire du petit Henri, sur les circonstances exactes de sa mort. Si son fils était vraiment mêlé à cette tragédie d'une manière ou d'une autre, elle devait le savoir. Mais elle devrait être prudente. Delphine la surveillait maintenant, et cette jeune femme semblait capable de tout pour protéger les secrets du château. En commençant son travail, Élise jeta un coup d'œil discret vers Mathieu, qui jouait silencieusement dans son coin. Pour la première fois depuis sa naissance, elle regarda vraiment son fils, cherchant dans ses traits les indices d'une vérité qu'elle avait peut-être toujours refusé de voir. Et ce qu'elle découvrit dans ce regard attentif la troubla plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le destin frappa 3 jours plus tard, d'une manière qu'Élise n'aurait jamais pu anticiper. Elle transportait un lourd chaudron vers la cour, pour le nettoyer quand Mathieu, pris d'une curiosité enfantine, s'échappa de son coin habituel pour poursuivre un chat roux qui filait vers les écuries. « Mathieu, reviens ici !» cria-t-elle en posant précipitamment le chaudron. Mais l'enfant avait déjà disparu au détour d'un bâtiment. Panique, Élise se lança à sa poursuite, oubliant toutes les consignes de prudence. Le chat menait Mathieu vers les jardins du château, territoire strictement interdit aux domestiques. Elle le rattrapa près du petit étang où poussaient des nénuphars blancs, essoufflés et terrifiés à l'idée qu'on les découvre dans ce lieu défendu. Mathieu, inconscient du danger, riait en montrant du doigt les poissons dorés qui nageaient entre les herbes aquatiques. « Regarde, maman, les poissons brillants !»« Chut !» Élise le prit dans ses bras, regardant anxieusement autour d'elle. « Il ne faut pas qu'on nous voie ici. C'est interdit. Qui va là ?» La voix grave et autoritaire la fit sursauter. Elle se retourna et son sang se glaça. Un homme grand et élégant s'avançait vers eux d'un pas mesuré. Ses cheveux noirs grisonnaient aux tempes et ses yeux sombres la fixaient avec une intensité troublante. Il portait un habit de velours noir et une chemise de lin blanc qui trahissait immédiatement sa noble condition. Le comte Auguste de la Marlière en personne. Élise se sentit défaillir. Elle esquissa une révérence maladroite, serrant Mathieu contre elle comme pour le protéger du regard inquisiteur du maître des lieux. « Pardonnez-moi, monseigneur. Mon fils, il s'est échappé et nous allons partir immédiatement. » Mais Auguste ne l'écoutait plus. Ses yeux étaient rivés sur Mathieu et son visage avait pris une pâleur mortelle. L'enfant, curieux et sans crainte, regardait cet homme élégant avec des yeux ronds, un petit sourire aux lèvres. « Mon Dieu !» souffla le comte d'une voix brisée. Il fit un pas vers eux, puis s'arrêta, tremblant. Ses mains se crispèrent et il dut s'appuyer contre un arbre pour ne pas chanceler. Élise n'avait jamais vu un homme dans un tel état de bouleversement. « Henri !» murmura-t-il, et ce nom échappa de ses lèvres comme un gémissement de douleur. « Non, monseigneur, dit Élise d'une voix étranglée. Il s'appelle Mathieu, Mathieu Moreau. » Auguste leva vers elle un regard hanté, comme s'il émergeait d'un cauchemar. « Moreau, vous êtes la veuve du charpentier ?»« Oui, monseigneur. »« Et cet enfant, quel âge a-t-il ?»« 4 ans, monseigneur. » Le comte ferma les yeux, luttant visiblement contre une émotion qui menaçait de le submerger. Quand il les rouvrit, Élise y eut une souffrance si profonde qu'elle en eut le cœur serré. « La ressemblance est saisissante, » dit-il d'une voix presque inaudible. « Mon fils, mon pauvre Henri !» Mathieu, troublé par l'émotion de cet inconnu, se mit à pleurnicher
et enfouit son visage dans le cou de sa mère. Ce geste sembla ramener Auguste à la réalité. « Pardonnez-moi, dit-il en se redressant. Cette ressemblance m'a bouleversé. Mon fils est mort il y a 3 ans, dans cet étang même. » Élise sentit ses jambes se dérober. L'étang où Mathieu jouait innocemment était le lieu où Henri de la Marlière avait trouvé la mort. Cette révélation lui fit l'effet d'un présage sinistre. « Je l'ignorais, monseigneur. Si j'avais su, comment l'auriez-vous su ?» Auguste la regardait maintenant avec une attention particulière. « On m'a dit que vous traversiez des difficultés. Votre maison, on doit m'expulser à la Saint-Martin, monseigneur. Mais je ne suis pas venu ici pour implorer votre pitié. Mon fils a juste échappé à ma surveillance. » Cette dignité dans l'adversité sembla toucher le comte. Il observa de nouveau Mathieu, et cette fois son regard n'était plus seulement empreint de douleur, mais aussi d'une sorte de fascination mêlée de tendresse. « Cet enfant, commença-t-il, puis s'interrompit. « Puis-je vous demander, son père était-il vraiment le charpentier Moreau ?» La question frappa Élise comme un coup de fouet. Ainsi, lui aussi avait des soupçons. Cette ressemblance troublante éveillait des interrogations chez tous ceux qui connaissaient la famille de la Marlière. « Bien sûr, monseigneur, » répondit-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Jean Moreau était mon époux légitime. » Auguste l'étudia longuement, et Élise eut l'impression qu'il lisait dans son âme. Cet homme avait vécu, souffert, et son regard perçait les mensonges avec une acuité dérangeante. « Je vois, » dit-il enfin. « Et vous, avez-vous eu d'autres employeurs avant votre mariage ?» Cette question précise fit battre le cœur d'Élise plus fort. Comment pouvait-il savoir pour l'auberge, à moins que... Non, c'était impossible. Elle refusait de croire à de telles implications. « J'ai travaillé, ici et là, monseigneur, pour survivre. » À l'auberge du Cheval Blanc, peut-être. Le monde se mit à tourner autour d'Élise. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il avait fait le rapprochement. L'auberge du Cheval Blanc, où elle avait travaillé 5 ans plus tôt, était l'établissement où s'arrêtaient parfois les nobles en voyage, où s'arrêtait peut-être un certain comte en deuil de sa femme. Oui, monseigneur, pendant quelques mois. Auguste hocha lentement la tête, comme si cette confirmation venait de résoudre une énigme qui le tourmentait depuis des années. Son regard se posa de nouveau sur Mathieu, et cette fois, Élise y lut une émotion nouvelle, une reconnaissance douloureuse, mêlée à quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Madame Moreau, » dit-il d'une voix redevenue maîtrisée, « j'aimerais m'entretenir avec vous, en privé, demain, à la tombée de la nuit, dans la chapelle du château. Viendrez-vous » Cette proposition ressemblait plus à un ordre qu'à une invitation. Élise acquiesça, incapable de refuser, même si cette perspective l'emplissait d'appréhension. « Oui, monseigneur. »« Parfait. Et Madame Moreau ?»« Oui, monseigneur. »« Prenez soin de cet enfant. Il est précieux. » Sur ces mots énigmatiques, le comte s'éloigna d'un pas rapide, laissant Élise seule avec ses interrogations et ses craintes. Cette rencontre fortuite venait de confirmer ses pires soupçons. Mathieu était lié à la famille de la Marlière d'une manière qui dépassait la simple ressemblance. En regagnant les cuisines, elle croisa le regard accusateur de Delphine qui attendait près de la porte, le visage livide de colère. La jeune femme avait-elle assisté à la scène? Avait-elle vu la réaction du comte? « Vous avez désobéi aux consignes, » dit Delphine d'une voix glaciale. « Ce genre d'incident ne doit plus se reproduire. »« Bien, mademoiselle, » murmura Élise en baissant les yeux. Mais au fond d'elle-même, elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Cette rencontre avait ouvert une porte sur des secrets que certains voulaient garder enfouis. Et demain soir, dans la chapelle du château, elle allait enfin connaître la vérité sur le passé de son fils. La chapelle du château baignait dans une lumière dorée lorsqu'Élise en poussa la lourde porte de chêne. Les derniers rayons du soleil couchant filtraient à travers les vitraux colorés, projetant des reflets multicolores sur les dalles de pierre. L'air sentait l'encens et la cire, créant une atmosphère solennelle qui fit battre plus fort le cœur d'Élise. Auguste de la Marlière l'attendait près de l'autel, agenouillé devant une plaque commémorative de marbre blanc. Elle distingua des inscriptions gravées, des dates, et comprit qu'il s'agissait du tombeau de sa famille.
Il se releva à son approche, et elle fut frappée par la vulnérabilité qu'elle lut dans ses traits habituellement maîtrisés. « Madame Moreau, dit-il d'une voix grave, merci d'être venue. Vous m'avez demandé de venir, monseigneur. Comment aurais-je pu refuser ?» Auguste eut un sourire amer. En effet, j'oublie parfois que nous ne sommes pas égaux devant la loi. Mais ce soir, j'aimerais que nous parlions d'égal à égal, simplement comme un homme et une femme qui partagent un secret douloureux. Cette requête surprit Élise. Elle n'avait jamais entendu un noble s'exprimer ainsi, avec cette simplicité presque humble. Auguste lui désigna un banc de pierre près d'une colonne. « Asseyez-vous, je vous prie. Ce que j'ai à vous dire est difficile. » Élise s'assit, les mains crispées sur sa jupe, le cœur battant d'appréhension. Auguste resta debout, marchant lentement devant elle, comme s'il cherchait ses mots. « Il y a 5 ans, commença-t-il enfin, j'ai traversé la période la plus sombre de ma vie. Ma femme, Isabelle, venait de mourir en couche, et je me débattais dans un chagrin qui me rendait presque fou. Pour échapper aux murs de ce château qui me rappelait trop ma perte, je voyageais sans cesse, fuyant mes responsabilités et mes souvenirs. » Il s'arrêta devant une statue de la Vierge, le dos tourné à Élise. Sa voix se fit plus sourde, plus douloureuse. L'auberge du Cheval Blanc était une de mes étapes. Un lieu discret où un homme brisé pouvait boire pour oublier, où un noble pouvait se comporter comme le dernier des rustres sans que cela se sache à la cour. Élise sentit sa gorge se serrer. Elle devinait où cette confession la menait, mais elle était incapable de l'interrompre. Il y avait là une jeune servante, continua Auguste. Belle, courageuse, qui travaillait dur pour survivre dans un monde qui ne lui faisait aucun cadeau. Elle s'appelait Élise, souffla-t-elle, incapable de supporter plus longtemps cette tension. Il se retourna vers elle, et leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux sombres, elle retrouva le reflet de cette nuit lointaine qu'elle avait tenté d'effacer de sa mémoire. Cette nuit où un homme en deuil, ivre de chagrin et d'alcool, l'avait trouvé pleurant dans l'écurie après qu'un client l'eût brutalisé. Cette nuit où, dans un élan de compassion mutuelle, ils s'étaient consolés l'un l'autre. « Vous vous souvenez ?» dit-il simplement. « J'ai essayé d'oublier, » avoua-t-elle dans un murmure. « Quand j'ai épousé Jean, j'ai voulu croire que cette nuit n'avait jamais existé, qu'elle n'avait aucune conséquence. Mais elle en a eu une, n'est-ce pas ?» La voix d'Auguste était infiniment douce, dépourvue de tout reproche. Mathieu, le prénom de son fils prononcé par cet homme, fit l'effet d'une révélation fracassante, même si Élise s'y attendait. La vérité qu'elle avait refoulée pendant 4 ans s'imposait enfin, implacable et douloureuse. « Comment pouvez-vous en être sûr ?» demanda-t-elle, tentant un dernier déni. Auguste s'approcha d'elle et s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Ses mains, fines et aristocratiques, prirent les siennes, rugueuses et abîmées par le travail. « Parce que Mathieu ressemble trait pour trait à mon fils Henri au même âge, parce que les dates concordent parfaitement, et parce que, il marqua une pause, comme s'il rassemblait son courage, parce que j'ai reconnu ses yeux, les mêmes que les miens, les mêmes que ceux de mon père et de mon grand-père, le regard des Lamarlière. » Élise fondit en larmes. 4 années de mensonges, d'espoir et de déni s'effondraient d'un coup. Elle avait toujours su, au fond de son cœur, que Mathieu n'était pas le fils de Jean Moreau. Mais elle avait voulu y croire si fort, pour lui offrir une vie normale, un père aimant, une place légitime dans le monde. « Pardonnez-moi, sanglota-t-elle, je n'aurais jamais dû, j'aurais dû vous le dire, mais j'avais si peur que vous me l'enleviez, que vous m'accusiez de vous avoir piégé. »« Non, vous piégez ?» Auguste lui releva doucement le menton pour la forcer à le regarder. « Ma pauvre enfant, c'est moi qui vous ai fait du mal cette nuit-là. J'étais fou de douleur, ivre de chagrin, et je me suis comporté de manière inexcusable avec une femme vulnérable. C'est moi qui vous demande pardon. » Cette gentillesse, cette compréhension qu'elle n'avait jamais osé espérer, redoublèrent ses pleurs. Auguste la laissa sangloter, respectant sa peine, attendant qu'elle retrouve son calme. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda-t-elle enfin. « Maintenant que vous savez ?»« Je ne sais pas, » avoua-t-il honnêtement. « Hier encore, j'étais un homme qui avait renoncé à tout espoir d'avoir de nouveau un fils. Et aujourd'hui,
je découvre que j'en ai un qui grandit dans la pauvreté à quelques lieues de chez moi. C'est bouleversant. Il se releva et fit quelques pas, visiblement en proie à une intense réflexion. « Mathieu est-il heureux avec vous ?»« Je crois, » répondit Élise. « Du moins, j'essaie de faire en sorte qu'il le soit, malgré nos difficultés. Et vous ? Vous sentez-vous capable de continuer à l'élever seul ?» Cette question cachait quelque chose de plus profond. Élise le sentait. « Que voulez-vous dire, monseigneur ?» Auguste se tourna vers elle, et dans son regard, elle lut une détermination nouvelle. « Je veux dire que Mathieu est mon fils. Mon sang coule dans ses veines, et cela me donne des droits, mais cela me donne aussi des devoirs. » Il marqua une pause. « Je ne peux pas le laisser grandir dans la misère quand j'ai les moyens de lui offrir mieux. Mais je ne peux pas non plus vous l'arracher, car je vois bien qu'il vous aime et que vous êtes une bonne mère. Alors que proposez-vous » demanda Élise, le cœur battant. « Je propose un arrangement. Vous et Mathieu viendrez vivre au château. Officiellement, vous serez ma gouvernante particulière et lui sera, disons, votre neveu que vous élevez par charité. Cela vous donnera un statut respectable et lui permettra de recevoir l'éducation qui convient à son rang. » Élise resta bouche bée. Cette proposition dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Mais elle sentait le piège qui se cachait derrière cette générosité apparente. « Et en échange ?» demanda-t-elle prudemment. Auguste eut un sourire triste. « En échange, je pourrais voir grandir mon fils, lui transmettre ce qu'un père doit transmettre à son héritier, et peut-être trouver un peu de paix dans cette nouvelle chance que le destin m'offre. Et si je refuse ? » « Vous ne refuserez pas, dit-il avec une certitude tranquille, parce que vous savez que c'est le mieux pour Mathieu, et parce que, au fond, vous avez envie d'accepter. » Il avait raison, et Élise le savait. Cette proposition lui offrait tout ce dont elle avait rêvé, la sécurité pour son fils, une éducation digne de lui, un avenir meilleur, mais elle pressentait aussi que ce marché changerait à jamais leur relation. Mathieu ne serait plus seulement son fils, mais aussi l'héritier secret d'un comte. « J'accepte, » dit-elle enfin, « mais à une condition. » « Laquelle ? Que Mathieu ne sache jamais la vérité sur sa naissance. Du moins, pas tant qu'il sera enfant. Je veux qu'il garde son innocence, sa simplicité. » Auguste acquiesça solennellement. « Je vous donne ma parole de gentilhomme. Le secret sera gardé. » Dans la chapelle silencieuse, sous le regard des saints de Pierre, deux destins venaient de se sceller autour du sort d'un enfant qui ne soupçonnait rien de l'importance qu'il avait soudain acquise dans la vie de deux adultes meurtris par l'existence. 3 jours plus tard, Élise rassemblait leurs maigres affaires dans la cabane qui avait été leur foyer. Mathieu, excité par l'aventure, sautillait autour d'elle en posant 1000 questions sur leur nouvelle vie au château. Elle avait expliqué leur déménagement par une histoire simple. Le gentil seigneur avait besoin d'une gouvernante et leur offrait le gîte et le couvert en échange de son travail. « Est-ce qu'il y aura d'autres enfants pour jouer avec moi ?» demanda Mathieu en serrant contre lui son unique jouet, un cheval de bois sculpté par son père adoptif. « Je ne sais pas, mon trésor, mais tu auras une vraie chambre, avec un lit douillet et une fenêtre qui donne sur les jardins. » Élise s'efforçait de masquer sa propre appréhension derrière un sourire rassurant. L'arrangement avec Auguste lui semblait maintenant irréel, comme un rêve trop beau pour être vrai. Comment les habitants du château réagiraient-ils à sa soudaine promotion? Comment Delphine accueillerait-elle cette nouvelle qui bouleversait l'équilibre établi? Un attelage arriva en milieu de matinée. Pierre Dubois, l'intendant, en descendit avec son habituelle raideur, mais Élise remarqua qu'il la saluait maintenant avec une déférence marquée. Le changement de statut était déjà perceptible. « Madame Moreau, » dit-il poliment, « Monseigneur m'a chargé de vous escorter jusqu'à vos nouveaux appartements. Vos affaires seront transportées. » Le voyage jusqu'au château se fit dans un silence tendu. Mathieu, assis près de sa mère, ouvrait de grands yeux émerveillés devant le paysage qui défilait. Pour lui, cette ascension vers la demeure seigneuriale était une formidable aventure. Pour Élise, c'était un saut dans l'inconnu qui la terrifiait autant qu'il l'espérait. Le château de la Marlière se dressait sur sa colline comme une forteresse de contes de fées,
avec ses tours rondes, ses murailles de pierre blonde et ses toits d'ardoise qui scintillaient sous le soleil automnal. Élise n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait un jour y vivre. Leurs appartements se trouvaient dans l'aile est, au 2e étage. 2 pièces confortables et lumineuses qui paraissaient somptueuses comparées à leur ancienne cabane. Un salon avec une cheminée de marbre, une chambre avec un lit à baldaquin pour Élise et une petite alcôve aménagée pour Mathieu avec un lit d'enfant et des étagères pour ranger ses affaires. « C'est magnifique !» s'exclama Mathieu en explorant chaque recoin de leur nouveau logis. « Regarde, maman, il y a même des rideaux dorés. » Élise sourit devant l'enthousiasme de son fils, mais elle ne put s'empêcher de penser aux conditions de ce luxe relatif. Elle était maintenant sous la protection d'Auguste, certes, mais aussi sous sa dépendance. Un mot de lui suffirait à les renvoyer dans la misère. « Madame Moreau ?» Elle se retourna pour découvrir une femme d'âge mûr, élégamment vêtue d'une robe de taffetas brun. Ses cheveux gris étaient soigneusement arrangés sous une coiffe de dentelle, et son sourire bienveillant détonnait avec l'hostilité qu'Élise avait rencontrée jusqu'alors au château. « Je suis Madame de Belmont, la gouvernante en chef du château. Monseigneur m'a chargé de vous expliquer vos nouvelles fonctions. »« Mes nouvelles fonctions ?» répéta Élise, surprise. Dans son arrangement avec Auguste, les détails pratiques n'avaient pas été abordés. « Oui, vous serez officiellement responsable de la bibliothèque privée de Monseigneur, de sa correspondance personnelle et de l'organisation de ses appartements. Des tâches délicates qui requièrent discrétion et confiance. » Élise comprit immédiatement le sous-entendu. Ces fonctions la placeraient en contact direct et régulier avec Auguste, justifiant leur proximité aux yeux du personnel. C'était intelligemment pensé. « Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette confiance, » répondit-elle. « J'en suis certaine. » Madame de Belmont se pencha vers Mathieu, qui s'était caché derrière sa mère. « Et ce charmant petit homme pourra profiter des jardins et de la bibliothèque enfantine. Nous avons même un précepteur qui pourra commencer à lui enseigner ses lettres. » L'après-midi fut consacré à une visite détaillée du château. Madame de Belmont lui montra les salons d'apparat, la bibliothèque immense aux milliers de volumes reliés cuir, les jardins à la française et même la chapelle où elle avait scellé son destin 3 jours plus tôt. Partout, les domestiques s'inclinaient respectueusement devant elle, mais Élise percevait leur curiosité et leur chuchotement dans son dos. La rencontre la plus difficile fut celle avec Delphine. La jeune femme les attendait dans le grand salon, vêtue d'une robe de soie verte qui rehaussait sa beauté froide. Son sourire était parfaitement poli, mais ses yeux lançaient des éclairs. « Madame Moreau, quelle surprise de vous voir installée parmi nous. J'ignorais que Monseigneur avait besoin d'une nouvelle gouvernante. »« Mademoiselle de Montclair, » répondit Élise en s'inclinant. « Je suis honorée de la confiance que Monseigneur me témoigne. » Naturellement, le regard de Delphine se posa sur Mathieu avec une acuité dérangeante. « Et votre neveu, c'est bien cela? Il résidera également au château? »« Oui, mademoiselle. N'ayant plus de famille, j'ai la charge de cet enfant. » « Comme c'est touchant. » Delphine se pencha vers Mathieu avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Comment t'appelles-tu, petit homme ?»« Mathieu, » répondit l'enfant timidement. « Mathieu, un joli prénom. » Elle se redressa et Élise surprit dans son regard une lueur inquiétante. « J'espère que tu te plairas ici, Mathieu. Il faut juste faire attention à ne pas s'aventurer dans certains endroits du château. Les étangs, par exemple, peuvent être dangereux pour les petits garçons. » Cette allusion à peine voilée à la mort d'Henri fit frémir Élise. Delphine savait parfaitement qui était Mathieu, et elle ne comptait visiblement pas faciliter leur installation. Le soir venu, quand Mathieu fut couché dans son nouveau lit, Élise s'assit près de la fenêtre de leur salon et contempla les lumières du village en contrebas. Là-bas, dans leur ancienne cabane désormais vide, elle avait été pauvre mais libre. Ici, elle était en sécurité mais prisonnière d'un secret qui pourrait exploser à tout moment. Un coup discret à la porte la fit sursauter. Auguste entra, vêtu d'une robe de chambre de velours noir. Il semblait fatigué, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. « Comment s'est passée votre première journée ?» demanda-t-il. « Bien, monseigneur. Tout le monde a été
courtois. Même Delphine, il avait deviné ses réticences. Mademoiselle de Montclair s'est montrée parfaitement polie, dit Élise prudemment. Auguste eut un sourire amer. Méfiez-vous d'elle, Élise. Delphine a ses propres projets concernant l'avenir de cette maison et votre présence les contrarie. Quel projet? Elle espère devenir la nouvelle comtesse de la Marlière. Son tuteur, le baron de Montclair, et elle-même cultive cette ambition depuis la mort de ma femme. Votre arrivée, et surtout celle de Mathieu, change la donne. Cette révélation éclairait l'hostilité de la jeune femme. Élise commençait à comprendre qu'elle venait de s'installer dans un nid de vipères, où chaque geste, chaque parole, chaque décision aurait des conséquences. « Et Mathieu » demanda-t-elle. « Quand pourrez-vous le voir ?» Le visage d'Auguste s'adoucit. « Bientôt, demain peut-être, il faut que j'apprenne à être son père sans qu'il le sache. » Il se dirigea vers la porte puis se retourna une dernière fois. « Élise, merci pour tout. Pour lui avoir donné la vie, pour l'avoir élevé, pour avoir accepté cet arrangement, je sais que ce n'est pas facile pour vous. » Seule de nouveau, Élise réfléchit à ses paroles. Non, ce n'était pas facile. Mais en regardant Mathieu dormir paisiblement dans son nouveau lit, elle sut qu'elle avait pris la bonne décision. Quoi qu'il puisse arriver, son fils aurait désormais toutes les chances de réussir dans la vie, même si cela devait lui coûter sa liberté. Les semaines qui suivirent l'installation d'Élise au château furent marquées par une transformation subtile mais profonde dans la vie de la demeure. Auguste, qui avait vécu en reclus depuis des années, commença à sortir de ses appartements plus fréquemment. Officiellement, c'était pour superviser le travail de sa nouvelle gouvernante. En réalité, c'était pour observer discrètement Mathieu. L'enfant s'était rapidement adapté à sa nouvelle vie. Il explorait les jardins avec un émerveillement constant, découvrait les merveilles de la bibliothèque enfantine et suivait ses premières leçons avec M. Durand, le vieux précepteur. Sa nature joyeuse et curieuse égayait les couloirs sombres du château, et même les domestiques les plus revêches ne pouvaient s'empêcher de sourire à son passage. Élise, quant à elle, s'acquittait de ses nouvelles fonctions avec un sérieux qui impressionnait Auguste. Elle avait appris à lire et écrire chez les sœurs du village, et sa rapidité d'apprentissage pour les tâches plus complexes le surprenait chaque jour. Organiser sa correspondance, classer ses documents, gérer sa bibliothèque. Elle accomplissait tout cela avec une efficacité discrète qui lui facilitait grandement la vie. Mais c'était surtout lors de leurs conversations quotidiennes qu'Auguste apprenait à connaître véritablement son fils. Élise lui racontait les progrès de Mathieu, ses questions d'enfant, ses petites découvertes. Elle décrivait sa personnalité avec tant d'amour et de finesse qu'Auguste avait l'impression de voir grandir l'enfant à travers ses yeux. Il a demandé aujourd'hui pourquoi il n'y avait pas de portrait d'enfant dans la galerie, rapporta-t-elle un soir en rangeant des lettres dans le bureau d'Auguste. Monsieur Durand lui a expliqué que seuls les adultes importants avaient leur portrait peint. Auguste leva les yeux de ses comptes. Et qu'a-t-il répondu? Il a dit qu'il aimerait bien devenir assez important un jour pour avoir le sien. Élise sourit tendrement. Il a cette innocence qui croit que tout est possible. Tout est possible, murmura Auguste. Pour lui, tout est effectivement possible. Ces moments d'intimité partagée créaient entre eux une complicité nouvelle. Ils n'étaient plus seulement liés par leur secret, mais par leur amour commun pour cet enfant qui ignorait tout de sa véritable identité. Un matin, Auguste croisa Mathieu dans la bibliothèque. L'enfant était assis par terre, entouré de livres d'images, et tentait de déchiffrer les légendes avec une concentration touchante. « Bonjour, monseigneur » dit Mathieu en se levant précipitamment pour faire une révérence maladroite. « Bonjour, Mathieu » Auguste s'agenouilla près de lui, le cœur serré par l'émotion. « Que lis-tu » C'est l'histoire d'un chevalier qui sauve une princesse. Mais il y a des mots que je ne comprends pas. Puis-je t'aider ? Les yeux de Mathieu s'illuminèrent. Oh oui. Auguste s'assit sur le tapis et prit l'enfant près de lui. Pendant 1 heure, ils lurent ensemble, Auguste expliquant patiemment chaque mot difficile. Il découvrait avec émerveillement l'intelligence vive de son fils, sa soif d'apprendre, sa capacité à poser des questions pertinentes. « Pourquoi le chevalier risque-t-il sa vie pour quelqu'un qu'il ne connaît pas ?» demanda Mathieu. «
Parce que parfois, on aime quelqu'un avant même de le connaître vraiment, répondit Auguste. L'amour naît de la reconnaissance, du sentiment qu'on a trouvé quelqu'un de précieux. Comme maman avec moi? Oui, comme ta maman avec toi. Mathieu réfléchit un moment, puis leva vers Auguste ses grands yeux noirs, si semblables aux siens. « Est-ce que vous avez des enfants, monseigneur ?» La question frappa Auguste comme un coup de poignard. Comment répondre sans mentir, mais sans révéler la vérité? « J'ai eu un fils, dit-il enfin. Il s'appelait Henri, mais il est parti au ciel. » Oh. Mathieu posa instinctivement sa petite main sur celle d'Auguste. « Ça vous rend triste? Très triste. Mais ta présence ici me fait du bien. Tu me rappelles que la vie peut encore être belle. » Cette conversation marqua le début d'une relation privilégiée entre Auguste et Mathieu. L'enfant prit l'habitude de venir chercher le conte pour leur séance de lecture, et Auguste découvrait les joies simples de la paternité qu'il avait perdue avec Henri. Mais cette proximité croissante n'échappait pas à Delphine. Un soir, elle confronta directement Auguste dans son bureau. « Cette mascarade a assez duré, » dit-elle en entrant sans frapper. « Tout le château jase sur votre soudaine affection pour cet enfant. »« Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit Auguste froidement. « Allons donc, vous passez plus de temps avec ce petit bâtard qu'avec vos propres obligations. » Le mot « bâtard » claqua dans l'air comme une gifle. « Que va penser la société? Un comte qui s'amourache du neveu de sa gouvernante? Attention à vos paroles, Delphine. Non, c'est vous qui devez faire attention. » Ses yeux brillaient d'une colère contenue. « J'ai vu comment vous le regardez, comme si c'était votre propre fils. » Auguste se leva lentement, dominant la jeune femme de toute sa hauteur. Et quand bien même, cette quasi-confirmation fit pâlir Delphine. « Mon Dieu, c'est donc vrai. Cette femme, cette Élise, vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit, et vous feriez bien de garder vos suppositions pour vous. »« Oh, des suppositions !» Delphine eut un rire hystérique. « Regardez-le bien, Auguste, regardez ses yeux, ses traits, sa façon de tenir la tête. C'est Henri qui revit, c'est votre sang qui coule dans ses veines. »« Sortez !» dit Auguste d'une voix glaciale. « Je ne sortirai pas avant que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. » Delphine s'approcha de lui, tremblante de rage. « Vous allez ruiner votre réputation, votre nom, votre avenir pour une passade d'auberge et son rejeton. Sortez !» rugit Auguste. Cette fois, Delphine obéit, mais en claquant la porte avec une violence qui fit trembler les murs. Auguste resta seul, bouleversé par cette confrontation. Delphine avait mis des mots sur ce qu'il s'efforçait de cacher, mais elle avait aussi révélé la menace qu'elle représentait pour leur fragile équilibre. Le lendemain, Élise remarqua la tension qui habitait Auguste. Quand elle l'interrogea, il lui rapporta fidèlement la conversation avec Delphine. « Elle sait, » dit Élise simplement. « Elle a toujours su. Oui, et maintenant, elle va tout faire pour nous nuire. Que peut-elle faire ?» Auguste la regarda gravement. « Plus que vous ne l'imaginez. Delphine a des appuis à la cour, des relations influentes. Si elle décide de répandre ses soupçons, Mathieu serait en danger. Nous serions tous en danger. Un noble qui reconnaît un enfant illégitime met en péril tout l'ordre établi. Cela pourrait me coûter mes titres, mes biens, et vous pourriez être accusé de manipulation ou pire. » Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait cru que leur secret était bien gardé, mais elle découvrait qu'ils évoluaient sur un terrain miné, où chaque pas pouvait déclencher une catastrophe. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle. « Être encore plus prudent et espérer que Delphine ne poussera pas sa vengeance trop loin. » Mais au fond de lui, Auguste savait que le temps de l'innocence était révolu. Delphine ne les laisserait pas en paix, et il devrait bientôt choisir entre sa sécurité et son fils. La menace de Delphine planait sur le château comme un orage qui refuse d'éclater. Pendant plusieurs jours, Auguste et Élise vécurent dans l'appréhension, guettant le moindre signe que la jeune femme passerait aux actes. Mais c'est d'un côté inattendu que vint finalement l'aide. Lucien, le boulanger de Véreuil, se présenta un matin à la porte des cuisines. Madame Roux l'accueillit avec surprise, car les fournisseurs habituels ne livraient jamais à cette heure matinale. « Je souhaiterais parler à Madame Moreau, » dit-il simplement. « J'ai des nouvelles du village qui pourraient l'intéresser. » Élise descendit rapidement, intriguée par cette visite impromptue.
Elle trouva Lucien dans la cour des communs, son visage habituellement placide, marqué par l'inquiétude. « Lucien, que fais-tu ici? Il faut que tu saches, Élise, il se passe des choses étranges au village. » Il jeta un coup d'œil nerveux autour de lui avant de continuer. « Hier, un homme bien mis est venu poser des questions sur toi, sur ton passé, tes fréquentations, et sur Mathieu. » Le sang d'Élise se glaça. Quel genre d'homme? Un clerc, je dirais, avec des manières de bourgeois et une bourse bien garnie. Il a payé Margot pour qu'elle lui raconte tous les ragots qu'elle connaît sur ton compte. Et Dieu sait qu'elle en connaît. Qu'est-ce qu'elle a pu lui dire? Que tu étais une femme de mœurs douteuses, que ton fils ne ressemblait pas à ton défunt mari, que tu avais mystérieusement reçu des remèdes coûteux. Lucien secoua la tête avec dégoût. Cette vieille pie a brodé sur tout et n'importe quoi. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il semblait avoir des informations précises à vérifier, pas juste de la curiosité. Élise comprit immédiatement. Delphine avait envoyé quelqu'un enquêter sur son passé, cherchant des preuves pour étayer ses soupçons. Cette découverte la terrorisa. « Il y a autre chose, » continua Lucien. « L'homme a aussi questionné l'ancien tenancier de l'auberge du Cheval Blanc. Il voulait savoir qui fréquentait l'établissement il y a 5 ans. » Cette fois, Élise chancela. Si l'enquêteur remontait jusqu'à l'auberge, il pourrait établir la connexion entre elle et Auguste. Leur secret était en grand danger. « Lucien, dit-elle d'une voix suppliante, personne ne doit savoir que tu es venu me prévenir. Et si cet homme revient, ne t'inquiète pas. J'ai mes propres raisons de me méfier des fouineurs. » Son regard se durcit. « Et puis, je n'aime pas voir une honnête femme persécutée par des gens qui se croient tout permis. » Après le départ de Lucien, Élise courut prévenir Auguste. Elle le trouva dans sa bibliothèque, occupé à lire avec Mathieu, qui ne comprenait pas pourquoi sa mère semblait si bouleversée. « Va jouer dans le jardin, mon trésor, » dit-elle doucement. « Monseigneur et moi devons parler de choses ennuyeuses. » Une fois l'enfant parti, elle rapporta fidèlement les informations de Lucien. Auguste écouta en silence, son visage se fermant progressivement. « Delphine ne perd pas de temps, » dit-il enfin. « Elle cherche des preuves tangibles. Que va-t-il se passer si elle en trouve? Elle pourra porter des accusations officielles, me faire chanter, ou pire, révéler l'affaire publiquement pour me contraindre à l'épouser en échange de son silence. » Cette perspective glaça Élise d'horreur. « Il faut faire quelque chose. »« Oui, mais quoi ?» Auguste se leva et fit les 100 pas. « Nous ne pouvons pas empêcher ces enquêtes sans éveiller davantage les soupçons, et nous ne pouvons pas fuir sans tout abandonner. » C'est à ce moment que Madame de Belmont frappa à la porte. La gouvernante en chef entra avec son habituelle discrétion, mais Élise remarqua quelque chose d'inhabituel dans son expression. « Pardonnez-moi, monseigneur, mais j'aimerais m'entretenir avec vous, en privé. » Auguste hésita, puis hocha la tête. « Élise peut rester. Je n'ai rien à cacher à Madame Moreau. » Madame de Belmont sourit légèrement. « J'espérais que vous diriez cela, car ce que j'ai à vous révéler concerne Madame Moreau et le jeune Mathieu. » Le cœur d'Élise s'emballa. Madame de Belmont savait-elle aussi? « Voyez-vous, » continua la gouvernante, « j'ai servi cette maison pendant plus de 30 ans. J'ai vu naître votre frère aîné, puis vous-même, puis votre pauvre Henri. Et quand un enfant porte les traits des Lamarlière aussi clairement que Mathieu, eh bien, il faut être aveugle pour ne pas s'en apercevoir. » Auguste et Élise échangèrent un regard affolé. Combien de personnes connaissaient donc leurs secrets? « Mais rassurez-vous, » reprit Madame de Belmont avec bienveillance, « je ne suis pas venu vous faire du chantage. Au contraire, répéta Auguste. J'ai appris que Mademoiselle de Montclair menait sa petite enquête, et je dois dire que cela me déplaît souverainement. » Ses yeux pétillèrent d'une malice inattendue. « Cette jeune personne se croit tout permis parce qu'elle espère devenir maîtresse de séant, mais elle se trompe lourdement. Que voulez-vous dire? Que je connais des secrets sur Mademoiselle Delphine qui pourraient considérablement tempérer ses ardeurs. » Madame de Belmont s'assit élégamment, lissant sa jupe. « Figurez-vous qu'elle entretient une correspondance secrète avec un certain capitaine de dragons en garnison à Reims. Un homme marié, père de 3 enfants, et qui lui a fait des promesses qu'il ne pourra jamais tenir. »« Comment savez-vous cela ?» demanda Élise, stupéfaite. « Ma chère enfant,
Quand on supervise le personnel d'un château, on finit par tout savoir. Les femmes de chambre voient tout, entendent tout et me rapportent tout. Elle sourit. J'ai même intercepté quelques lettres particulièrement compromettantes. Auguste commençait à comprendre. Vous proposez un échange? Exactement. Mademoiselle Delphine cesse ses investigations sur votre vie privée et ses propres secrets restent bien gardés. C'est ce qu'on appelle l'équilibre des forces. Mais pourquoi nous aidez-vous? Demanda Élise. Qui gagnez-vous? Madame de Belmont la regarda avec une tendresse maternelle. Ma chère, j'ai vu grandir les enfants de cette maison pendant des décennies. Et quand j'observe Mathieu, je vois un petit garçon intelligent, affectueux, qui apporte de la joie dans ses murs sombres. Je vois aussi un homme brisé par le chagrin qui retrouve peu à peu goût à la vie. Elle se tourna vers Auguste. Votre bonheur me tient à cœur, monseigneur. Et si ce bonheur passe par l'acceptation discrète de votre fils naturel, alors j'y contribuerai de mon mieux. Cette déclaration émut profondément Auguste. Madame de Belmont, je ne sais comment vous remercier. En étant heureux, monseigneur, et en veillant à ce que cet enfant grandisse dans l'amour et la sécurité. C'est tout ce que demande une vieille gouvernante qui a consacré sa vie à cette famille. L'après-midi même, Madame de Belmont eut un entretien avec Delphine. Élise ne connut jamais les détails de cette conversation, mais le soir venu, l'enquêteur mystérieux quitta la région sans avoir terminé ses investigations, et Delphine, bien que toujours hostile, cessa ses manœuvres ouvertes contre eux. Elle ne renoncera pas, prévint Auguste. Elle attendra juste une meilleure occasion. Peut-être, répondit Élise, mais nous avons gagné du temps, et nous avons trouvé une alliée précieuse. En regardant Mathieu jouer paisiblement dans leur salon, elle se dit que peut-être, avec de la patience et de la prudence, ils parviendraient à construire une vie harmonieuse malgré tous les obstacles. L'amour, après tout, avait parfois raison de tout le reste. L'hiver s'installa sur le château de la Marlière, avec une douceur inhabituelle, comme si la nature elle-même respectait la paix fragile qui régnait désormais entre ses murs. Mathieu fêta ses 5 ans en janvier, dans l'intimité du salon d'Élise, avec un gâteau préparé par Madame de Belmont et des cadeaux offerts officiellement par la générosité du maître des lieux. Auguste assistait à cette petite fête avec une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Fais un vœu avant de souffler tes bougies », dit Élise en déposant un baiser sur les cheveux bouclés de son fils. Mathieu ferma les yeux très fort, puis souffla d'un coup sec les 5 flammes. Quand Auguste lui demanda quel avait été son vœu, l'enfant le regarda avec ses grands yeux sérieux. « J'ai souhaité que Monseigneur ne soit plus jamais triste, » dit-il simplement. Cette innocente déclaration bouleversa Auguste plus que tous les serments du monde. Il dut détourner le regard pour cacher ses larmes, mais Élise avait vu son trouble. Plus tard, quand Mathieu fut couché, ils restèrent seuls près de la cheminée. « Il vous aime, » dit-elle doucement. « Pas comme un père, puisqu'il ne sait pas, mais comme un protecteur bienveillant, un homme bon qui s'intéresse à lui. Et moi, je l'aime comme mon fils, » avoua Auguste. Chaque jour davantage. Parfois, j'oublie même qu'il ne connaît pas la vérité. Quand il court vers moi pour me montrer ses progrès en écriture, quand il m'explique ses découvertes dans les jardins, j'ai l'impression d'être vraiment son père. « Vous l'êtes, » dit Élise. « Peut-être pas de la manière conventionnelle, mais vous l'êtes. Vous lui donnez ce qu'un père doit donner, l'attention, la patience, la fierté de le voir grandir. » Auguste la regarda avec une intensité nouvelle. « Et vous, Élise, comment vivez-vous cette situation ?» La question la prit au dépourvu. Depuis des mois, elle s'était concentrée sur le bonheur de Mathieu et sur la préservation de leurs secrets. Elle avait peu réfléchi à ses propres sentiments. Elle hésita, cherchant les mots justes. « Je suis heureuse de voir mon fils épanoui, reconnaissante de la sécurité que vous nous offrez. Mais parfois, j'ai l'impression de vivre dans un rêve qui pourrait se briser à tout moment. Et parfois, je me demande ce que nous sommes vraiment, vous et moi, des complices, des amis, ou juste 2 personnes liées par les circonstances. » Auguste se leva et s'approcha de la fenêtre. Au dehors, la neige tombait en flocons lourds, ouatant le paysage d'un silence irréel. « Nous sommes bien plus que des complices, » dit-il enfin. « Ces derniers mois, j'ai appris à vous connaître, Élise. Votre force, votre dévouement, votre intelligence,
Vous avez apporté dans ma vie quelque chose que je croyais à jamais perdu. Quoi donc? La paix. Il se retourna vers elle. Pour la première fois depuis la mort d'Isabelle et d'Henri, je me réveille le matin sans cette douleur au cœur. J'ai de nouveau envie de vivre, de construire, de protéger. Et c'est grâce à vous deux. Cette confession émut Élise aux larmes. Elle aussi avait senti naître entre eux quelque chose de profond, mais elle n'avait jamais osé y donner de nom. Auguste, c'était la première fois qu'elle prononçait son prénom sans titre. Moi aussi j'ai changé. Avant, je ne pensais qu'à survivre, jour après jour. Maintenant, j'ose espérer en l'avenir. Je me surprends à faire des projets, à imaginer Mathieu devenir un homme accompli. Alors pourquoi cette tristesse dans vos yeux? Élise soupira. Parce que je sais que notre situation est précaire. Parce que je reste une gouvernante et vous, un comte. Parce que Mathieu grandit et qu'un jour, il posera des questions auxquelles nous ne pourrons plus échapper. Auguste s'agenouilla devant son fauteuil et prit ses mains dans les siennes. Et si nous n'avions plus à échapper à ces questions, que voulez-vous dire? Je veux dire, et si nous rendions notre situation officielle? Le cœur d'Élise s'emballa. Officielle, comment? En nous mariant. Les mots sortirent dans un souffle, mais ils résonnèrent dans la pièce comme une proclamation. En faisant de Mathieu mon héritier légitime, en construisant vraiment une famille. Élise resta sans voix. Cette proposition dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Vous y avez vraiment réfléchi? Balbutia-t-elle. J'y pense depuis des semaines. Auguste se releva et se mit à faire les 100 pas. Je sais que socialement c'est un scandale, un comte qui épouse sa gouvernante, mais j'ai 42 ans, Élise. J'ai perdu trop de temps à me conformer aux attentes des autres. Et j'ai compris que le bonheur était plus rare et plus précieux que la respectabilité. Mais Delphine, votre réputation, vos relations avec la cour, Delphine finira bien par épouser son capitaine de dragon ou par trouver un autre parti. Ma réputation survivra au scandale initial si je sais m'y prendre. Et quant à la cour, il haussa les épaules. J'ai assez de fortune pour vivre retiré ici si nécessaire. L'important, c'est nous trois, notre bonheur. Élise se leva à son tour, troublée par l'ampleur de cette proposition. Auguste, vous ne mesurez pas ce que vous dites. Épouser une femme comme moi, une femme comme vous? Il s'arrêta devant elle, le regard intense. Une femme courageuse, intelligente, dévouée, une mère exceptionnelle, une compagne loyale. Expliquez-moi en quoi c'est un déshonneur d'épouser une telle femme. Parce que je ne suis pas né dans votre monde, parce que je ne sais pas me comporter en comtesse, parce que vous avez peur, l'interrompit-il doucement. Comme moi, j'ai peur. Peur de ne pas mériter ce bonheur. Peur que ce soit trop beau pour être vrai. Mais, Élise, il prit son visage entre ses mains. Ne pensez-vous pas que nous avons le droit d'essayer? Elle plongea dans son regard, et il eut une sincérité qui balaya toutes ses objections. Cet homme l'aimait vraiment. Pas par pitié, pas par obligation, mais par choix. Et elle l'aimait aussi, elle s'en rendait compte maintenant. Cet amour avait grandi lentement, nourri par l'admiration mutuelle et la complicité partagée. « Oui, murmura-t-elle, nous avons le droit d'essayer. » Auguste sourit pour la première fois depuis des mois, d'un sourire qui illumina tout son visage. « Alors vous acceptez? »« J'accepte, mais... » Elle marqua une pause, redevenant sérieuse. « Il faut que Mathieu soit d'accord. Il faut qu'on lui explique, progressivement, avec des mots qu'il peut comprendre. Bien sûr, nous prendrons tout le temps nécessaire, et nous devrons affronter ensemble toutes les conséquences, les critiques, les obstacles, les difficultés. Ensemble, répéta-t-il solennellement, pour le meilleur et pour le pire. Il l'embrassa alors, doucement, avec une tendresse respectueuse qui disait mieux que tous les mots l'amour qui avait fleuri entre eux. C'était un baiser de promesse, de complicité retrouvée, de foi en l'avenir. Quand ils se séparèrent, Élise souriait à travers ses larmes. Mathieu va être si heureux, sans comprendre pourquoi il a toujours souhaité que vous soyez vraiment de notre famille. Il le sera bientôt, dit Auguste, officiellement et pour toujours. Dehors, la neige continuait de tomber, mais dans le salon d'Élise, le printemps venait de naître, un printemps fait d'amour, d'espoir et de promesses d'avenir. Pour la première fois depuis longtemps, ils osaient croire que le bonheur était à leur portée.
La nouvelle de l'engagement secret d'Auguste et d'Élise ne pouvait rester longtemps confinée entre les murs de leurs appartements. Madame de Belmont fut la première mise dans la confidence, et son visage s'illumina d'un bonheur sincère quand Auguste lui annonça officiellement ses intentions. « Enfin !» s'exclama-t-elle en applaudissant. « Il était temps que cette maison retrouve sa joie de vivre. Madame Moreau sera une excellente comtesse, j'en suis certaine. Il y aura des difficultés, prévint Auguste. La société ne verra pas d'un bon œil ce mariage, déséquilibré. Peu. Madame de Belmont balaya l'objection d'un geste. La société finit toujours par s'accommoder des faits accomplis. Et puis, regardez comme Mathieu a transformé ce château. Les domestiques sourient de nouveau, l'atmosphère est plus légère. Cet enfant porte bonheur. Ce fut justement à Mathieu qu'ils décidèrent de s'adresser en premier. Auguste et Élise avaient longuement réfléchi à la manière d'aborder le sujet avec un enfant de 5 ans, cherchant les mots qui ne le bouleverseraient pas. Un dimanche matin, ils l'emmenèrent se promener dans les jardins du château. Mathieu courait devant eux, ramassant des pommes de pin et poursuivant les écureuils, inconscient de l'importance du moment qui se préparait. « Mathieu !» l'appela doucement Élise quand ils arrivèrent près du petit kiosque de jardin. « Viens t'asseoir avec nous. Nous avons quelque chose d'important à te dire. » L'enfant accourut, intrigué par le ton solennel de sa mère. Il se percha sur le banc entre eux, ses petites jambes se balançant dans le vide. « Est-ce que j'ai fait une bêtise ?» demanda-t-il avec cette inquiétude instinctive des enfants face aux conversations sérieuses. « Non, mon trésor. Au contraire. » Élise lui caressa les cheveux. « Tu sais comme Monseigneur est gentil avec nous ? Oui, il m'apprend plein de choses, et il me raconte des histoires, et il n'est jamais fâché quand je pose trop de questions. » Auguste sourit, touché par cette description candide. « Et toi, Mathieu, est-ce que tu m'aimes bien ?»« Oh oui, beaucoup, beaucoup. » Les yeux de l'enfant brillaient de sincérité. « Vous êtes comme un papa pour moi !» Cette déclaration spontanée émut profondément Auguste. L'enfant avait trouvé instinctivement les mots justes. « Justement, » continua Élise avec une émotion contenue, « Monseigneur et moi, nous nous aimons beaucoup aussi. Et nous avons décidé, nous aimerions devenir une vraie famille. » Mathieu fronça les sourcils, tentant de comprendre. « Une vraie famille. » « Monseigneur voudrait épouser maman, » expliqua Élise simplement. « Cela voudrait dire qu'il deviendrait ton papa. » Officiellement, le visage de Mathieu s'illumina d'un bonheur pur. « Vraiment ? Monseigneur deviendrait mon papa ? Si tu es d'accord, » dit Auguste en s'agenouillant devant l'enfant. « Aimerais-tu que je devienne ton père ? » « Oh oui !» Mathieu se jeta dans les bras d'Auguste avec une spontanéité qui coupa le souffle aux deux adultes. « J'en rêvais ! Mais je n'osais pas le dire parce que maman m'a appris qu'il ne faut pas demander l'impossible. » Auguste serra l'enfant contre lui, submergé par l'émotion. « Ce n'est pas impossible, mon petit homme. C'est même la chose la plus merveilleuse qui puisse nous arriver. Et j'aurai le droit de vous appeler papa. Tu auras même le devoir, » plaisanta Auguste, en déposant un baiser sur la tête bouclée. « Et on habitera toujours ensemble ? » ?»« Toujours, » promit Élise, les larmes aux yeux devant ce bonheur si pur. Cette première étape franchie avec succès, il fallut maintenant affronter les réactions du monde extérieur. Auguste commença par écrire à son notaire pour régler les questions légales, puis à quelques amis proches pour les préparer à la nouvelle. Les réponses ne se firent pas attendre, et elles reflétaient l'éventail des réactions attendues. Le baron de Montclair, tuteur de Delphine, fut le premier à exprimer son indignation. Sa lettre, rédigée dans un style pompeux et offensé, accusait Auguste de déshonorer son rang et de corrompre l'ordre social établi par Dieu. Il menaçait même de saisir les autorités ecclésiastiques pour empêcher cette union contre nature. D'autres correspondants se montrèrent plus nuancés. Le marquis de Beauvais, vieil ami d'Auguste, écrivit avec une affection teintée d'inquiétude « Mon cher Auguste, je respecte votre choix, mais je crains les conséquences pour votre position sociale. Réfléchissez bien avant de franchir ce pas irréversible. » Mais il y eut aussi des soutiens inattendus. La duchesse de Lorraine, connue pour son franc-parler, envoya une missive pleine d'humour.
Enfin, un homme qui choisit l'amour plutôt que les convenances. Cette dame doit être exceptionnelle pour avoir conquis votre cœur endurci. J'ai hâte de la rencontrer. Au château même, les réactions furent variées. Les domestiques, qui avaient appris à apprécier Élise et Mathieu, accueillirent la nouvelle avec une joie discrète mais réelle. Berthe, la vieille épluche légumes, pleura de bonheur en embrassant Élise. Enfin, ce château va retrouver son âme. Delphine, comme prévu, entra dans une colère froide qui la rendit plus dangereuse que jamais. Elle exigea un entretien avec Auguste et se présenta dans son bureau le visage fermé, vêtue de noir, comme si elle portait le deuil. « Ainsi, vous avez perdu la raison, » dit-elle sans préambule. « Épouser votre domestique, reconnaître son bâtard, c'est de la pure folie. Attention à vos paroles, Delphine, » prévint Auguste d'un ton glacial. « Mes paroles ?» Elle eut un rire hystérique. « Vous vous souciez de mes paroles quand vous vous apprêtez à devenir la risée de toute la noblesse. Ma décision est prise. Rien ne me fera changer d'avis. Même si je révèle publiquement que cet enfant est votre fils naturel, même si j'expose au grand jour votre liaison avec une fille d'auberge. » Auguste se leva lentement, dominant la jeune femme de toute sa hauteur. « Vous ne ferez rien de tel. Madame de Belmont m'a expliqué les inconvénients que cela vous créerait. Votre correspondance avec le capitaine Dumont est très révélatrice. » Delphine pâlit, mais ne céda pas. « Vous croyez me faire peur avec ces futilités ? Non. Mais je crois que votre tuteur serait très intéressé d'apprendre que sa pupille entretient une relation adultère avec un homme marié. Et que dire de la réaction de Madame Dumont si elle recevait copie de vos lettres enflammées ?» Cette fois, Delphine chancela. Elle comprenait qu'Auguste tenait des armes redoutables contre elle. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Votre silence et votre départ. » Auguste retourna s'asseoir, reprenant le contrôle total de la situation. « Vous quitterez le château avant mon mariage. Vous trouverez un prétexte convenable et vous n'interviendrez plus jamais dans ma vie privée. En échange, vos secrets resteront bien gardés. » Delphine le regarda avec une haine pure, mais elle savait qu'elle était vaincue. « Vous le regretterez, » siffla-t-elle. « Cette femme vous détruira. »« Au contraire, » répondit Auguste avec un sourire serein. « Elle m'a sauvé. » Après le départ de Delphine, Auguste rejoignit Élise et Mathieu dans leurs appartements. L'enfant dessinait près de la fenêtre et Élise brodait en surveillant ses progrès. Cette scène de paix domestique lui réchauffa le cœur. « Comment cela s'est-il passé ?» demanda Élise en levant les yeux de son ouvrage. « Mieux que prévu. Delphine partira avant notre mariage. Nous n'aurons plus à craindre ses manœuvres. Mais, et les autres? La société? Il y aura des critiques, des cancans, des portes qui se fermeront, mais il y aura aussi des amis fidèles et de nouveaux alliés. Et surtout, il s'approcha d'elle et déposa un baiser sur son front. Il y aura nous trois, unis pour toujours. » Mathieu leva la tête de son dessin. « Papa, regardez, j'ai dessiné notre famille. » Sur le papier, 3 personnages se tenaient par la main devant un grand château. Un homme en habit sombre, une femme en robe claire et un petit garçon au sourire radieux. Au-dessus d'eux, un soleil brillant illuminait un ciel sans nuages. « C'est magnifique, » dit Auguste en s'agenouillant près de l'enfant. « Nous l'encadrerons et nous l'accrocherons dans le salon. » « Vraiment ? Vraiment. Ce sera le premier portrait officiel de la nouvelle famille de la Marlière. » Dans cette chambre douillette, tandis que la neige continuait de tomber dehors, 3 cœurs battaient à l'unisson. Les obstacles n'étaient pas tous surmontés, mais l'amour leur donnait la force de tout affronter. Le printemps arriva avec une douceur particulière cette année-là, comme si la nature elle-même se réjouissait du bonheur qui se préparait au château de la Marlière. Les préparatifs du mariage occupèrent tout le mois de mars, transformant la demeure en ruche bourdonnante d'activités. Auguste avait décidé de célébrer leur union dans l'intimité, contrairement aux fastes habituels de la noblesse. « Je veux que ce jour appartienne à nous 3, avait-il expliqué à Élise, pas aux convenances sociales. La cérémonie aurait lieu dans la chapelle du château, en présence de quelques proches triés sur le volet, suivi d'un repas dans la grande salle à manger. Madame de Belmont avait pris en charge l'organisation avec un enthousiasme qui la rajeunissait de 10 ans. Elle supervisait les préparatifs culinaires,
commandait des fleurs fraîches, faisait nettoyer et décorer chaque pièce du château. Mais surtout, elle s'était donnée pour mission de transformer Élise en comtesse digne de ce titre. « Ma chère enfant », lui dit-elle un matin en la faisant asseoir devant la coiffeuse de sa nouvelle chambre, « vous allez devoir apprendre quelques usages de notre monde, non pas pour changer qui vous êtes, mais pour vous sentir à l'aise dans votre nouveau rôle. » Les leçons commencèrent aussitôt. Madame de Belmont enseigna à Élise les subtilités de l'étiquette nobiliaire, la manière de recevoir des invités, les codes vestimentaires selon les occasions, l'art délicat de la correspondance aristocratique. Élise se révéla une élève remarquable, sa vivacité d'esprit compensant largement son manque d'expérience. « Vous avez une grâce naturelle », la complimentait sa professeure improvisée, « et une intelligence qui vaut tous les quartiers de noblesse. » Monseigneur a fait un excellent choix. Parallèlement, Auguste s'occupait des aspects légaux et administratifs de leur union. Il fallait obtenir les dispenses nécessaires, régulariser la situation de Mathieu, préparer les contrats de mariage. Son notaire, d'abord réticent, finit par admettre que son client avait parfaitement le droit d'épouser qui bon lui semblait. « Et pour l'enfant ?» demanda le notaire avec circonspection. « Mathieu sera reconnu comme mon fils et héritier légitime, » déclara Auguste fermement. « J'ai tous les documents nécessaires pour prouver les circonstances de sa naissance. » Cette légitimation de Mathieu fut l'aspect le plus délicat à gérer. Auguste avait dû reconstituer minutieusement les preuves de leur rencontre à l'auberge, rassembler des témoignages, établir la chronologie. Mais sa détermination était telle que tous les obstacles juridiques furent surmontés. Pour Mathieu, ces semaines de préparatifs furent une source d'excitation constante. Il ne comprenait pas tous les enjeux, mais il sentait que quelque chose de merveilleux se préparait. Auguste avait commencé à l'initier progressivement à ses futures responsabilités d'héritier, lui montrant les terres du domaine, lui expliquant les rudiments de la gestion. « Un jour, tout cela sera à toi », lui dit-il un après-midi en contemplant les vignobles depuis la terrasse du château. « Mais ce qui compte, ce n'est pas de posséder, c'est de protéger. Protéger la terre, protéger les gens qui y vivent, protéger les traditions tout en permettant le progrès. » « Je saurais faire ?» demanda Mathieu, avec cette gravité touchante des enfants face aux responsabilités d'adultes. « J'en suis certain, tu as déjà le cœur qu'il faut, le reste s'apprend. » 3 semaines avant le mariage, une surprise de taille attendait Élise. Lucien, le boulanger de Véreuil, se présenta au château avec une délégation de villageois. Madame de Belmont vint prévenir Élise qu'on demandait à la voir dans la cour d'honneur. « Que peuvent-ils vouloir ?» s'inquiéta Élise en descendant précipitamment. Elle découvrit une quinzaine d'habitants du village, endimanchés pour l'occasion, qui l'attendaient avec des visages souriants. Lucien s'avança, tenant un paquet soigneusement emballé. « Élise, dit-il solennellement, nous venons au nom de tous ceux qui t'ont connu et estimé. Nous savons que tu vas épouser Monseigneur le comte, et nous voulions te dire, nous sommes fiers de toi. » Cette déclaration inattendue émut Élise aux larmes. Elle qui avait si longtemps été rejetée par ces mêmes gens découvrait qu'au fond, certains l'avaient toujours respectée. « Nous t'apportons un cadeau, » continua Lucien en lui tendant le paquet. « Quelque chose qui vient du cœur de notre communauté. » Élise déballa précautionneusement le présent et découvrit une nappe magnifique, brodée de 1000 fleurs, œuvre collective de toutes les femmes du village. Chaque point avait été cousu avec amour, chaque motif racontait une histoire de leur terre commune. « Pour votre nouvelle maison », expliqua Marie la tisserande, celle-là même qui avait craché sur son passage des mois plus tôt. « Pardonnez-nous notre aveuglement passé. Vous avez toujours été digne de respect. » « Et le petit Mathieu ?» demanda Berthe la boulangère. « Comment va-t-il ?»« Il va bien. Il est heureux. » Élise essuya ses larmes. « Merci. Merci à tous. Ce geste, il compte plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. » Quand Auguste apprit cette visite, il en fut profondément touché. Vous voyez, le peuple ne s'y trompe pas. Il reconnaît la vraie noblesse, celle du cœur. Les derniers jours précédant le mariage furent consacrés aux finitions. La robe d'Élise, confectionnée par les meilleures couturières de la région, était d'une simplicité élégante qui soulignait sa beauté naturelle. Soie, ivoire, rehaussée de dentelles discrètes,
Elle évoquait plus la grâce que l'opulence. Auguste avait commandé pour Mathieu un petit costume à sa taille, réplique exacte des habits nobiliaires. L'enfant était ravi de pouvoir s'habiller comme papa et passait des heures devant le miroir à s'exercer aux révérences. La veille du mariage, Auguste, Élise et Mathieu se retrouvèrent dans le salon familial pour un dernier moment d'intimité avant que leur vie bascule définitivement. Mathieu, déjà en chemise de nuit, s'était blotti entre ses deux parents sur le canapé. « Demain, vous serez mariés, dit-il avec sérieux. « Et moi, je serai vraiment votre fils ?»« Tu l'es déjà, répondit Auguste en l'embrassant. « Demain, ce ne sera que l'annonce officielle au monde entier. Et on ne se quittera plus jamais, promit Élise. Nous sommes une famille maintenant, pour toujours. Même quand je serai grand et que j'aurai mes propres enfants. » Auguste et Élise échangèrent un regard attendri. « Surtout quand tu auras tes propres enfants. Tu leur raconteras notre histoire, comment l'amour peut triompher de tous les obstacles. » Dehors, la nuit était douce et étoilée. Dans le château, chacun se préparait pour le grand jour. Les cuisines embaumaient déjà les préparatifs du festin. Les fleurs attendaient dans leurs seaux d'être disposées, les cloches étaient prêtes à sonner la joie. Mais dans ce salon paisible, 3 cœurs battaient à l'unisson, savourant ces dernières heures de leur ancienne vie avant d'entrer ensemble dans une nouvelle existence faite de promesses et d'espoir. L'amour avait vaincu les préjugés, la peur et la solitude. Demain, ils seraient consacrés devant Dieu et les hommes. Demain, leur vrai bonheur commencerait enfin. Le matin du mariage se leva dans une splendeur dorée qui sembla bénir cette union tant espérée. Les premiers rayons du soleil caressaient les tours du château de la Marlière, illuminant chaque pierre de cette demeure qui allait enfin retrouver sa joie de vivre. Élise s'éveilla dans ses anciens appartements pour la dernière fois. Dès ce soir, elle dormirait dans la chambre seigneuriale, aux côtés d'Auguste, en tant que légitime épouse. Cette pensée lui donna le vertige, mais un vertige heureux, fait d'anticipation et d'amour. Madame de Belmont arriva à l'aube avec une équipe de femmes de chambre pour aider la future mariée à se préparer. Elles l'aidèrent à revêtir sa robe de soie ivoire, arrangèrent ses cheveux châtains en un chignon élégant orné de perles discrètes et posèrent sur ses épaules un voile de dentelle qui avait appartenu à la mère d'Auguste. « Vous êtes resplendissante », déclara Madame de Belmont, en reculant pour admirer le résultat. « Monseigneur va être ébloui. » Dans l'appartement voisin, Mathieu sautillait d'excitation pendant qu'on l'aidait à enfiler son petit costume. Il portait une veste de velours bleu marine, une chemise de batiste blanche et une cravate de soie assortie à celle de son père adoptif. Ses cheveux bouclés avaient été soigneusement peignés et il rayonnait d'un bonheur si pur qu'il en était touchant. « Je suis beau ?» demanda-t-il en se regardant dans le miroir. « Tu es magnifique », lui répondit Élise en l'embrassant. Le plus beau petit garçon du monde, Auguste, dans ses appartements, achevait de s'habiller avec l'aide de son valet. Il avait choisi un habit de velours noir rehaussé d'or, élégant, sans ostentation. Mais ce qui le rendait vraiment beau, c'était la sérénité qui émanait de toute sa personne. Cet homme, qui avait vécu dans l'ombre du chagrin pendant des années, retrouvait enfin la lumière. À 10 heures, les invités commencèrent à arriver. Auguste avait limité la liste à ses amis les plus proches et aux personnalités locales. Le marquis de Beauvais qui avait fait le voyage spécialement, la duchesse de Lorraine accompagnée de son époux, le maire de Véreuil représentant la population locale, et quelques autres nobles éclairés qui ne jugeaient pas cette union scandaleuse. Lucien était présent aussi, en tant qu'ami fidèle d'Élise, visiblement ému d'assister à ce jour de triomphe. Il portait son plus beau costume et avait apporté un pain spécialement confectionné pour l'occasion, sculpté en forme de château et décoré de fleurs en pâte d'amande. À 11 heures précises, les cloches de la chapelle se mirent à sonner, appelant l'assemblée à la cérémonie. Auguste prit place devant l'autel, le cœur battant d'émotion. Il revoyait cette nuit lointaine à l'auberge, cette femme blessée qu'il avait consolée, cette rencontre fortuite qui allait changer leur destin à tous. Mathieu entra le premier, portant solennellement les alliances sur un coussin de velours. Il avançait d'un pas mesuré, fier de son rôle important, ses yeux noirs brillants de bonheur.
Quand il arriva près d'Auguste, celui-ci lui caressa tendrement les cheveux. « Tu es parfait, mon fils », murmura-t-il. Puis ce fut au tour d'Élise de faire son entrée. Elle avançait seule dans l'allée, sans père pour l'accompagner, mais sa démarche était assurée et gracieuse. Sa beauté naturelle, rehaussée par l'élégance de sa toilette, éblouit l'assistance. Plusieurs invités ne purent retenir une exclamation admirative, mais Auguste ne voyait qu'elle, cette femme courageuse qui avait élevé leur fils dans l'adversité, qui avait accepté de partager sa vie malgré tous les obstacles, qui transformait son existence grise en arc-en-ciel de bonheur. Quand leurs regards se croisèrent, le temps sembla suspendu. Le père Augustin, vieux prêtre du village qui connaissait la famille depuis des générations, célébra la cérémonie avec une émotion palpable. Il avait vu naître Auguste, avait baptisé le petit Henri et comprenait le miracle de cette renaissance. « Mes bien chers frères, commença-t-il, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de deux âmes que la Providence a destinées l'une à l'autre. Auguste et Élise ont trouvé dans l'amour la force de surmonter toutes les épreuves. Leur bonheur sera un exemple pour nous tous. » Les vœux furent échangés avec une sincérité qui émut toute l'assemblée. Auguste promit d'aimer et de protéger Élise jusqu'à son dernier souffle, de faire d'elle une comtesse respectée et heureuse. Élise jura fidélité et dévouement, promettant de rendre sa nouvelle famille digne de l'amour qu'on lui témoignait. Quand Auguste glissa l'alliance à son doigt, Élise sentit que sa vie d'avant s'effaçait définitivement. Elle n'était plus Élise Moreau, la veuve méprisée de Véreuil. Elle était désormais Élise de la Marlière, comtesse par l'amour et la grâce de Dieu. « Vous pouvez embrasser la mariée », déclara le père Augustin avec un sourire radieux. Auguste prit le visage d'Élise entre ses mains et l'embrassa tendrement sous les applaudissements de l'assistance. Mathieu, debout entre eux, battait des mains avec enthousiasme, ne comprenant pas tout mais sentant que c'était le plus beau jour de sa vie. La sortie de la chapelle fut un moment de pure magie. Les cloches carillonnaient à toute volée. Les domestiques du château avaient formé une haie d'honneur et jetaient des pétales de rose sur le passage des mariés. Le soleil brillait de mille feux, les jardins embaumaient et tout semblait concourir à la perfection de cet instant. Le repas de noces se déroula dans la grande salle à manger, décorée de fleurs fraîches et de tentures précieuses. Les conversations étaient animées, ponctuées de rires et de toasts portés au bonheur des époux. La duchesse de Lorraine se révéla particulièrement charmante avec Élise, la mettant immédiatement à l'aise. « Ma chère comtesse, lui dit-elle avec un clin d'œil complice, j'espère que vous recevrez bientôt à Paris. Votre histoire fait déjà jaser les salons, et tout le monde meurt d'envie de rencontrer la femme qui a su conquérir le cœur du plus célèbre célibataire de France. » Mathieu fut le roi de la fête. Choyé par tous les invités, il répondait avec grâce aux compliments, racontait ses projets d'avenir avec un sérieux qui amusait les adultes. Quand le marquis de Beauvais lui demanda ce qu'il voulait faire plus tard, il répondit sans hésiter « Je veux être comme papa, protéger les gens et rendre tout le monde heureux ». Cette déclaration innocente fit fondre l'assistance et confirma à Auguste qu'il avait pris la bonne décision. Cet enfant avait déjà l'âme d'un chef juste et bon. L'après-midi s'écoula dans une atmosphère de bonheur serein. Les invités se promenèrent dans les jardins, admirèrent les collections du château, partagèrent des souvenirs et des projets. Quand vint l'heure des départs, tous exprimèrent leur émotion d'avoir assisté à une union si authentique. Le soir tomba en douceur sur le château apaisé. Mathieu, épuisé par les émotions de la journée, s'endormit dans les bras d'Auguste pendant qu'Élise lui lisait une histoire. Ils le portèrent ensemble jusqu'à son lit, dans sa nouvelle chambre attenante à leurs appartements. « Bonne nuit, mon petit prince », murmura Auguste en déposant un baiser sur son front. « Bonne nuit, papa », répondit Mathieu dans un souffle endormi. Ce mot, « papa », prononcé avec tant de naturel et d'amour, bouleversa Auguste plus que tous les serments du monde. Il avait retrouvé un fils, et ce fils l'aimait sans réserve. Seuls enfin dans leur chambre nuptiale, Auguste et Élise se regardèrent avec une émotion profonde. Ils étaient mari et femme, liés pour la vie, unis par un amour qui avait surmonté tous les obstacles. « Madame la comtesse », dit Auguste en s'inclinant galamment,
Puis-je vous dire que vous êtes la plus belle mariée que j'ai jamais vue? Monsieur le comte, répondit Élise en riant, puis-je vous dire que vous m'avez offert le plus beau jour de ma vie? Ils s'enlacèrent tendrement, savourant ce moment de plénitude absolue. Dehors, les étoiles brillaient dans un ciel sans nuages. Demain commencerait leur nouvelle vie, avec ses joies et ses défis, ses découvertes et ses bonheurs quotidiens. Mais ce soir, ils étaient simplement un homme et une femme qui s'aimaient, réunis dans le mystère de l'amour véritable. L'histoire d'Élise, la camponnaise devenue comtesse par la force de son cœur, venait de s'achever pour laisser place à une nouvelle aventure, celle d'une famille unie par des liens plus forts que le sang, plus durables que les conventions sociales. L'amour avait triomphé, et c'était le plus beau des contes de fées.